contrôler, qu'est-ce que c'est? Contrôler, c'est éviter les comportements opportunistes. L'idée, c'est de se dire, voilà, on envoie par exemple un commercial à l'export, comment on va s'assurer qu'il travaille bien, qu'il fasse bien son travail et qu'il voilà, qu'il n'essaye pas de profiter d'une situation où il est loin et il reçoit son salaire. C'est plutôt cette question-là qui est posée, mais on ne se pose pas la question finalement, est-ce que la stratégie, est-ce qu'on a envoyé notre commercial au bon endroit, ce genre de choses. Ces questions-là ne sont pas du tout abordées dans cette approche-là. On a l'approche incrémentale qui est certainement l'une des plus connues, qui est de dire, voilà, en gros, l'export c'est quelque chose de risqué, on va essayer de contrôler ça tout simplement en limitant les risques, donc on va y aller de manière progressive, on va se planter, on va apprendre, et ça va se faire par un processus d'essai-erreur progressivement, mais finalement, a priori, on ne peut pas vraiment décider de ce qu'on peut faire. On se lance un peu à l'aventure, et puis c'est pas ce qu'on va échouer, ou c'est pas ce qu'on va réussir qu'on va apprendre. Mais il n'y a pas vraiment de démarche a priori de se dire, voilà, on va essayer de fixer des jalons, de construire une stratégie. C'est pas du tout abordé par cette littérature-là. Et enfin, il y a une approche entrepreneuriale qui est la plus récente, qui est de se dire, là encore, que l'internationalisation, c'est une prise de risque. Donc on a assez peu comment dire, cette littérature-là donne assez peu d'indications en termes de prescription managériale. Elle est davantage de se dire que, bon, d'y aller petit à petit, c'est bien, mais que c'est pas toujours la démarche qui fonctionne la mieux, et qu'une entreprise, aussi petite soit-elle, elle peut aller très loin. Mais pareil, là encore, cette approche, elle ne donne pas forcément d'outils, elle ne donne pas forcément d'indications sur finalement comment les dirigeants, a priori, ils peuvent essayer de construire leur stratégie ou l'améliorer petit à petit. Quels sont les outils qu'ils doivent adopter pour essayer de piloter leur démarche. Donc ça, c'était la littérature, plus qui traite donc du processus d'internationalisation. Où donc je me suis aperçu qu'il y avait assez peu de choses par rapport au contrôle ou par rapport au pilotage. Mais on a par ailleurs beaucoup de chercheurs qui sont intéressés à la question pure du contrôle. Comment on fait pour contrôler n'importe quel processus, en France, à l'étranger, on ne se pose pas la question, ces auteurs-là ne se posent pas du tout la question. Et il y avait deux grosses réflexions. Une première réflexion qui porte sur la nature des outils. C'est-à-dire qu'on va avoir en gros trois gros types d'outils. Donc ça, c'est... Enfin, la plupart des chercheurs, ils adoptent ça. Donc on a le contrôle par les résultats. Donc finalement, c'est ce que vous citiez tout à l'heure, les Key Performance Indicators, les KPI, KPI, donc des indicateurs de performance, etc. On a des contrôles de l'action qui ici, c'est plus essayer d'encadrer les personnes, encadrer comment ça va se passer par des choses assez administratives. Par exemple, avoir des fiches de poste, des lettres de mission, ce genre de choses, pour cerner, pour essayer de fixer la mission. Et en contrôle plutôt clanique, donc contrôle informel, ces types de contrôles-là ont plein de formulations par les chercheurs, mais qui est globalement, voilà, pour s'internationaliser, il faut qu'on soit dans tous un même culture d'entreprise, et c'est par ce contrôle-là que finalement on va essayer de garder de s'assurer que tout se passe bien, de ce genre de problématique. Donc ça, c'était les différentes natures. Mais en parallèle, il y a une autre littérature qui s'est développée et qui était tout aussi intéressante, qui est davantage de se dire, ok, le contrôle, enfin les outils, ils sont certes pour contrôler les gens, pour s'assurer que notre stratégie telle qu'on l'a décidée, elle soit bien mise en œuvre, mais le contrôle, ces outils-là, ils ne servent pas que à ça. Ils ne servent pas que à surveiller des individus, ils ne servent pas qu'à les contraindre. Le contrôle, ça peut également être de fixer, donc on a cet aspect coercitif, surveiller, fixer des limites, mais si on utilise par exemple, l'exemple le plus parlant, c'est peut-être le contrôle des résultats, les indicateurs de performance. Les indicateurs de performance, ils peuvent être, par exemple, un dirigeant n'a pas atteint ses objectifs de vente dans un pays, il est de se dire, ok, mon commercial export ou la structure telle que je l'ai mis en œuvre, elle n'est pas bonne, enfin mon commercial export il n'est pas bon, je lui mets davantage de contraintes ou je le vire.
Mais il peut être aussi, ok, on n'a pas vendu, on n'a pas atteint nos objectifs de vente, mais peut-être que notre produit n'est pas bon, peut-être que notre positionnement commercial il n'est pas bon, peut-être que tout simplement il ne fallait pas aller à cet endroit mais dans un autre pays, etc. Donc c'est-à-dire qu'à partir d'un outil de contrôle, on peut avoir une réflexion. Et c'est ce qu'on appelle l'utilisation interactive. Donc je développerai peut-être davantage ces différents outils par la suite, mais grosso modo, l'idée qu'il y avait ici, c'est qu'il y a une utilisation plus contraignante et une utilisation plus, en anglais ils disent enabling, plus permettante, si je traduis littéralement, qui est tout simplement voilà, l'inverse de coercitif. Et l'idée, c'est d'avoir ces deux types de contrôle qui fonctionnent en continu de manière parallèle afin d'avoir une tension dynamique, nous disent les auteurs, de manière à ce que l'entreprise soit sur de bonnes rails, à être toujours entre les deux. Donc, j'avais d'un côté le corpus littéraire sur le développement à l'international, de l'autre côté le corpus sur les systèmes de contrôle, et j'ai essayé donc d'utiliser ces deux corpus pour pour résoudre ma question qui était donc finalement le contrôle du développement international, qu'est-ce que c'est, aussi bien en termes de nature, quels sont les différents outils, mais comment ces différents outils sont utilisés. Donc à la fois ces deux questions. Pour creuser ces deux questions, il a fallu que j'ai une analyse un peu complexe qui était d'enchaîner tout simplement une analyse quantitative. Donc là, j'ai eu la chance d'avoir le soutien de la région Rhône-Alpes qui, à l'époque, ils avaient ce dispositif doit toujours exister. Ils donnaient un certain nombre de subventions via les pôles de compétitivité et les clusters. Et la personne en charge de donner cette subvention m'avait donné l'opportunité, en fait, eux, ça les intéressait d'avoir un certain nombre de questions, donc de lier l'octroi de la subvention à la réponse de mon questionnaire. Donc c'est ce qui m'a permis d'avoir notamment beaucoup de PME de manière relativement simple. Donc j'ai interrogé comme ça 110 PME, c'est le dirigeant qui a répondu dans la plupart des cas, ou sinon c'était le commercial export ou la personne en charge de cette question-là dans l'entreprise. Et donc, grosso modo, mais je vais y revenir peut-être dans le cadre de mon développement, à partir donc dans mon questionnaire, je posais surtout des questions par rapport à la nature des contrôles, parce que ces questions-là avaient déjà été posées par plein d'auteurs, donc j'avais juste à reprendre leurs questions et à les poser pour voir finalement des PME comment elles se débrouillaient. Et j'ai fait des classifications, j'ai fait une typologie d'entreprise que je détaillerai ensuite. Et j'avais trouvé 3 classes, et parmi ces différents types d'entreprises, je suis allé en interroger quelques-unes de chaque type pour voir ici interroger le dirigeant sur comment il l'utilisait, parce que ça c'était des questions qui sont beaucoup moins abordées dans la littérature, et donc j'avais pas de questions a priori à poser dans un questionnaire qu'on puisse tout simplement cocher les réponses. Donc ça je suis allé en voir 11 et pour leur poser pour avoir un entretien, 1 heure, 1 heure et demie, pour essayer de voir un petit peu, d'avoir davantage de détails. Donc voilà en termes de dispositifs de la recherche. Donc là c'était simplement quelques détails, donc rien de très important, c'était simplement pour montrer que voilà, c'était des entreprises tout à fait classiques, donc il y en avait, ça allait de toutes petites entreprises, mais qui finalement composent 90% des entreprises françaises, c'est-à-dire des entreprises de moins de 10 salariés, mais qui étaient intéressées et même qui se développaient dans plusieurs pays européens, ou jusqu'à des grosses ETI de 300 personnes. De 200 personnes, pardon. Et ça, c'est donc, peut-être que j'y reviendrai davantage par la suite, ça c'était tout simplement pour mes études de cas. Je me suis, non seulement j'ai regardé parmi les parmi ma typologie, mais j'ai essayé aussi de trier par rapport au fait qu'il y a des entreprises qui s'internationalisent très vite, d'autres beaucoup plus lentement. Donc avoir ces deux types d'entreprises et d'autres entreprises qui et une autre typologie qui est des entreprises qui s'internationalisent dès le départ et d'autres qui s'internationalisent beaucoup plus tard. Donc voilà, tout simplement pour dire que voilà, je suis allé voir, j'ai essayé
balayer l'ensemble du spectre. Je ne me suis pas spécialisé sur un type d'entreprise en particulier. Globalement, après avoir fait mes différentes classifications, j'ai identifié 3 types. Donc j'ai demandé, je vais peut-être me lever, ce sera plus simple pour expliquer, j'avais posé des questions. Est-ce que vous utilisez un certain nombre de types de l'action? Est-ce que vous avez un organigramme? Est-ce que vous avez une fiche de mission pour vos personnes qui sont impliquées dans votre stratégie d'internationalisation, ce genre de choses-là? Ensuite, est-ce que vous avez des indicateurs de performance? Et puis, est-ce que vous communiquez? Et puis, pour interroger sur est-ce qu'ils ont des contrôles du clan, est-ce que vous communiquez sur le fait que vous allez vous internationaliser? Est-ce que vous avez des réunions régulières pour communiquer, ce genre de choses-là? Donc j'ai posé ces questions et a priori ce que je pensais c'est qu'il ressortirait plusieurs groupes, donc des entreprises qui auraient plus des contrôles de l'action, d'autres plus des contrôles de résultats, d'autres des contrôles plus informels, notamment en me basant sur beaucoup d'auteurs qui disent que voilà, les PME elles sont petites donc elles ont beaucoup de contrôles informels. Et en fait ça n'a pas du tout été le cas. La plupart des entreprises, toutes les entreprises, elles ne vont pas se séparer sur cette classification-là. Elles vont être sur le nombre de contrôles qu'elles vont utiliser, en fait. Ça va être davantage ça qui va les différencier. C'est-à-dire qu'une toute petite entreprise, elle va avoir certes des contrôles informels, communiquer, etc., mais assez rapidement, même dès le départ, quand elle met en place une stratégie d'internationalisation, elle va aussi avoir des contrôles du résultat, des contrôles de l'action, donc des choses très très formelles, malgré sa taille, donc des outils assez formels dès le départ. Et donc j'ai fait mes différents groupes finalement en fonction du nombre du nombre de contrôles, du nombre d'outils qu'elles utilisent davantage qu'en fonction du type de contrôle qu'elles utilisent. Donc j'étais assez déçu a priori de constater que finalement c'était pas différents types de contrôles, mais néanmoins une des conclusions qu'on pouvait tirer de ça, c'était de se dire que si elles ne choisissent pas un type de contrôle en particulier, c'est que si elles ne choisissent pas un outil de contrôle en particulier, c'est que les différents outils sont complémentaires, les différents types d'outils sont complémentaires. Donc une entreprise, dès qu'elle veut s'internationaliser, il faut qu'elle mette en place ces 3 types d'outils pour que ça marche. D'où cette première proposition. Essayant de creuser un petit peu cette réflexion, je me suis interrogé finalement qu'est-ce qui faisait qu'une entreprise elle appartienne à un groupe ou pas. Notamment, l'une des réflexions que j'avais, l'un des présupposés qu'on aurait pu avoir, c'était qu'en fonction de la taille, donc soit en termes de chiffre d'affaires, soit en termes de nombre de salariés, plus l'entreprise est grande, plus c'est une grosse entreprise, plus elle a des contrôles. Et en fait, statistiquement, ça ne se vérifiait pas. Pour que ce soit statistiquement possible, il faut qu'en gros, ce soit en dessous de 0,5. Et ce qui expliquait qu'une entreprise ait peu de contrôle ou beaucoup de contrôle, c'était le fait que ses activités soient dispersées. C'est-à-dire le fait qu'une entreprise soit présente dans beaucoup de pays, ça allait la forcer à avoir beaucoup de contrôle. Au contraire, si elle était très présente à l'international, certaines entreprises, elles n'étaient pas loin de 80% de leur chiffre d'affaires à l'international. C'est ce que je mesurais notamment par je ne l'ai pas ici, mais notamment je mesurais la part du chiffre d'affaires réalisé à l'international. Certaines étaient à 80%, mais elles avaient un faible niveau de contrôle. Pourquoi? Parce qu'elles étaient à 80% en Italie. Et finalement, elles connaissaient très très bien comment ça se passait, ou même 80% en Chine, mais finalement, il n'y avait pas beaucoup de contrôle. Ce qui les poussait à mettre en place beaucoup de contrôle, c'était le fait vraiment d'avoir un éclatement géographique de leurs activités. Donc, c'est ce que j'ai appelé cette partie sophistication, en gros, le fait qu'on soit obligé d'avoir beaucoup de contrôle, parce qu'on a des activités très dispersées. Et donc ensuite, ça c'est au niveau de la réflexion sur la nature du contrôle. Maintenant, suite à cela, je suis allé davantage sur le rôle du contrôle. Donc je suis allé interroger les dirigeants et ce qui m'est apparu dès les premiers entretiens, c'est que le contrôle, les outils qu'ils ont, ils ne servent pas simplement à contrôler leurs collaborateurs, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas simplement contrôler
commercial, export, etc. Ils vont également suivre les agents qui sont juridiquement pas dans l'entreprise. Ils vont suivre également leurs clients, voir, tiens, ce client, il m'avait commandé tant ces derniers mois, mais finalement, il ne le fait plus, pourquoi, etc. Et ils vont aussi mettre en place un certain nombre de contrôles informels avec ces personnes-là, en leur rendant régulièrement visite, en les invitant régulièrement dans leur entreprise. Donc, la réflexion que j'avais à l'origine qui était piloter son entreprise, là elle est devenue finalement comment on pilote l'ensemble du processus et l'ensemble finalement des parties prenantes de ce processus. Donc la réflexion finalement elle est moins dans l'entreprise que sur le processus en lui-même. Et donc une quatrième proposition, une quatrième idée qui a émergé de mes travaux, qui était, donc ici c'est plus sur le rôle du contrôle. Donc j'ai identifié 6 différents rôles. Donc je vous ai présenté en introduction 4 rôles, la surveillance, le fait de communiquer des croyances, etc. Moi j'en ai identifié 6. Alors ce serait peut-être un peu fastidieux de trop rentrer, de trop les définir, néanmoins c'est peut-être, je voulais quand même peut-être vous présenter. Alors je ne sais pas si c'est très parlant pour vous, je vais pas... C'est tout simplement pour... voilà, c'est la généalogie un petit peu de ma classification, comment j'ai nommé mes différents types, comment j'ai nommé mes différents rôles. Donc de dire que voilà, premier, pourquoi on a des outils, pourquoi le dirigeant il utilise un certain nombre d'outils, c'est d'un, surveiller ses salariés. Surveiller, pardon, justement, pas surveiller ses salariés, surveiller les différentes parties prenantes qui interviennent dans son processus d'internationalisation. Ensuite, c'était surveiller donc sa stratégie. Est-ce que le processus tel qu'il s'enclenche, tel qu'il se poursuit, est-ce que c'est pertinent au regard de ses objectifs, au regard de finalement ses retours sur l'entreprise. Donc c'était un petit peu ce que je vous expliquais, voilà, on a des ventes qui sont décevantes. Le fait que ce soit décevant, c'est peut-être notre stratégie qui n'est pas bonne. Donc c'était d'utiliser les différents outils de contrôle comme une stimulation à la création, à l'élaboration d'une stratégie. De manière très liée, c'est aussi un système d'apprentissage, c'est-à-dire que les outils de contrôle, ils sont utilisés pour apprendre. Pourquoi ? Parce que je vais rester sur cet indicateur-là, les ventes à l'international, c'est certainement le plus parlant. Avec cet indicateur-là, déjà, on va tracer l'historique de l'entreprise, parce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir regarder dans le temps et on va pouvoir se dire, à telle époque, on a fait telle action et ça a eu cet effet-là. Donc on va pouvoir analyser la stratégie dans le temps et essayer d'en retirer quelque chose. Et d'autre part, ça va permettre aussi de faciliter la transmission de ces connaissances au sein de l'entreprise, de dire, bah voilà, parce que c'est un chiffre qui est facile à communiquer, et donc de dire, on a fait ça, il s'est passé ça, et donc de transmettre ces réflexions-là à l'entreprise. Parce qu'il faut voir, c'est qu'une entreprise qui se développe à l'international, il y a une personne qui éventuellement peut être à l'export, ou même qui peut être dans un bureau, mais même dans une entreprise de 10 salariés, c'est pas forcément facile que tout le monde soit conscient du processus qui est en jeu. Parce que tout le monde est relativement spécialisé, on peut avoir des ingénieurs qui sont très techniques, d'autres qui sont versés plus sur le volant commercial, et pour autant, sur une entreprise, le processus international, il peut avoir des implications pour l'ensemble des salariés. Donc, les outils, ils sont utilisés par les dirigeants donc pour que les connaissances, elles circulent bien sur l'ensemble de l'équipe. Et ils utilisent les différents outils de contrôle pour communiquer ça à l'intérieur. Et pour communiquer ça à l'intérieur, quelque chose qui est assez lié, c'est qu'il va communiquer aussi, entre guillemets, des croyances, c'est-à-dire le fait que l'internationalisation, c'est quelque chose d'important pour l'entreprise, parce que ça nous permet de nous développer là et là. Peut-être un exemple pour que ce soit plus parlant, j'ai rencontré un co-dirigeant d'une entreprise qui était le fils du fondateur de l'entreprise, le fondateur étant toujours dans l'entreprise. Le fondateur n'ayant jamais cherché spécialement à se développer à l'international. Et donc c'était plutôt un projet de la personne que j'interrogeais, le fils, et qui était d'utiliser les différents outils de contrôle pour montrer
à son père, mais également à l'ensemble de l'équipe historique, comme quoi que l'internationalisation, c'était quelque chose qui était important, parce que ça avait permis de développer l'entreprise ici et là, en montrant, en utilisant par exemple cet indicateur sur les ventes, etc. Ça permet également de fixer des limites. Ici, c'était de dire un outil qui était très utilisé pour fixer ces limites-là, c'est donc le budget, notamment un budget que les dirigeants fixaient, même dans de toutes petites entreprises. Ils aimaient bien, les dirigeants que j'ai pu interroger, ou aussi bien par questionnaire que physiquement, qu'au travers de mes interviews, ils aimaient bien se dire, voilà, je consacre telle ressource à l'internationalisation. Et c'était pas simplement se limiter, ok, je peux consacrer que tel budget à l'internationalisation, dans le sens où je ne peux pas aller au-delà. Il était aussi de dire, parce qu'une entreprise, notamment les toutes petites, elles ont plein de projets en continu et pas forcément les ressources. Elle était de se garder ce budget-là pour s'internationaliser. Et donc c'était limiter aussi bien l'internationalisation, c'est-à-dire pas dépenser trop de ressources pour pas que ça mette en danger l'entreprise, mais également pas dépenser les ressources qu'on avait allouées à l'internationalisation pour faire d'autres projets, pour aller sur un salon en France ou ce genre de choses. Donc ici, j'y reviendrai par la suite, mais c'était un outil qui était assez important. Et enfin, donc, système de légitimation qui était assez lié au système de croyance. Donc on peut montrer que l'internationalisation est importante et donc dans le temps essayer d'ancrer le fait qu'il est important que tout le monde que tout le monde prête attention à l'internationalisation de l'entreprise. Ici, c'était une réflexion qui m'est venue du fait que dans la littérature, tel que je vous l'ai expliqué au départ, normalement, les deux rôles du contrôle, c'est soit de contraindre les acteurs, contraindre les différents acteurs, les différentes parties prenantes qui prennent part à l'internationalisation, soit leur donner des possibilités d'action, des possibilités de contribuer à l'élaboration de la stratégie, etc. Et on est censé, en fait, il y a censé créer une tension entre les deux, c'est ce que nous disent les auteurs. Mais sauf que moi, quand j'en ai parlé aux dirigeants, ils me disaient non, il n'y a pas de tension. Je leur demandais, est-ce que vous êtes plutôt dans la contrainte ou est-ce que vous essayez de maintenir un équilibre entre le fait d'être contraignant vis-à-vis de vos collaborateurs et le fait de leur laisser des possibilités? Et ils me disaient, non, parce qu'en fait, on ne peut pas les contraindre, parce que ça dépend des marchés finalement. Il y a certains marchés sur lesquels on est déjà présent depuis quelques années, où en effet on va pouvoir être dans la contrainte parce qu'on comprend comment fonctionne le marché. Donc on va pouvoir dire, ok, on a tel objectif et on est à peu près sûr, enfin on comprend, on le fixe en connaissance de cause et on se dit finalement, si on ne l'atteint pas, c'est pas forcément notre stratégie qui est pas bonne parce qu'elle a déjà marché pendant un certain nombre d'années, c'est peut-être la personne qui est pas compétente, la personne qui n'a pas fait son travail correctement, etc. Donc là on va être sur un aspect beaucoup plus contraignant. Mais sur d'autres marchés qu'on commence à explorer, on ne peut pas fixer ses objectifs, on ne peut pas être dans la contrainte. Et donc, donc ici, je vous ai remis c'était le premier qui m'avait évoqué cette idée, mais que j'ai retrouvé chez beaucoup de dirigeants, chez les 11 notamment que j'ai interrogés, qui est de dire, une PME, même si, les PME souvent, que j'ai pu interroger, elles ont plusieurs marchés. Et il y en a certains où elles vont être dans la contrainte et d'autres où elles vont être dans l'exploration. Et ça, ça m'a permis de faire le lien avec un thème qui est beaucoup évoqué par les chercheurs, qui est entre l'exploration et l'exploitation. Qui est de dire, il y a certains marchés qu'on va exploiter à l'international pour générer des ressources, et donc ceux-là, on va pouvoir être dans la contrainte dans quelques jours. Et d'autres où on va être davantage dans l'exploration. Et donc, j'ai fait le lien avec cette notion d'exploration-exploitation et plus largement avec ce qu'on appelle les organisations ambidextres, c'est-à-dire des organisations qui sont à la fois capables d'exploiter, donc généralement, c'est une littérature qui s'est développée à propos de l'innovation, elles exploitent une innovation, elles explorent d'autres innovations, elles font de la recherche pour trouver d'autres innovations et d'autres elles les exploitent. Et ici, moi, j'ai appliqué cette logique-là au marché.
Il y a certains marchés que les dirigeants vont chercher à exploiter pour générer des ressources sur ces marchés, et d'autres qu'ils vont chercher à explorer, où finalement on va être beaucoup plus dans l'incertitude, et donc les outils ne vont pas être utilisés exactement de la même manière. Donc finalement, si je dois tout résumer en un petit schéma, il est de dire qu'on a différents outils de différentes natures qui fonctionnent de manière complémentaire, qui ont différents rôles et qui permettent à la fois d'explorer et d'exploiter sur différents marchés. C'est ce qui permet en fait d'avoir des organisations ambidextres à l'international. Ce que j'ai montré, donc voilà, ce que j'ai tenté de montrer, c'est le fait que les dirigeants ils utilisent des packages de contrôle, ils n'ont pas utilisé un type de contrôle en particulier, ils ont utilisé un ensemble qui fonctionne de manière relativement cohérente. Ils vont avoir 6 différents systèmes de contrôle, alors ici, notamment les limites, dont j'ai assez développé, je ne vais pas m'attarder là-dessus, et que ces différents types de contrôle, ils ne vont pas permettre d'avoir une tension dynamique, donc, mais d'articuler davantage entre l'exploration de certains marchés et l'exploitation d'autres marchés. Et comment tout cela s'intègre pour être plus spécifique, mais là c'est davantage quelque chose qui est d'une réflexion à l'issue de ma thèse que quelque chose qui m'a été donné tel que par les dirigeants, parce que enfin, le traitement de données ne me donne pas ça, mais c'est à partir des différentes choses qu'on peut essayer d'interpréter. Donc on va avoir des systèmes de contrôle qui permettent la mise en œuvre des différentes stratégies, donc fixer des limites. On fixe une limite, un budget à la fois pour exploiter certains marchés, on ne veut pas déplacer ce budget, mais on va fixer aussi des budgets, par exemple, pour explorer un autre marché. Donc, ce budget-là, on l'a alloué, on sait que peut-être c'est un budget qu'on va perdre parce que c'est un marché qu'on doit explorer, mais pour autant, on le fixe. On va avoir donc des systèmes de mise en œuvre, des systèmes qui vont permettre d'équilibrer, donc notamment le contrôle de la stratégie. Voilà, le dirigeant il va se dire, il va utiliser ces systèmes de contrôle pour se dire est-ce que j'explore trop, est-ce que j'exploite trop, donc essayer de maintenir l'équilibre au bon endroit, de légitimer, parce qu'explorer un marché, dilapider quelque part, ça peut être perçu comme ça par certaines entreprises, par certains collaborateurs, dilapider des ressources dans l'exploration, plutôt que de les investir dans de l'exploitation, ça peut être mal perçu, donc il va falloir essayer d'utiliser les systèmes de contrôle pour légitimer les différents choix du dirigeant et intégrer ces différentes stratégies, parce que l'idée derrière cette notion d'exploration et d'exploitation, c'est de se dire on explore un marché, mais derrière c'est pour acquérir un certain nombre de connaissances qui nous permettent de comprendre ce marché et de l'exploiter dans le futur ou d'en exploiter d'autres, parce que par exemple on comprend que tel marché qui était peut-être plus avancé qu'un autre marché, il prend tel virage, notamment je pense, j'interrogeais un dirigeant dont l'entreprise fabriquait des machines servant faut que j'en dise trop, mais enfin, grosso modo c'était des machines qui permettaient de coller les fibres de carbone sur les fuselages des avions, et donc c'est lié à l'industrie aéronautique qui évolue différemment dans certains pays, et notamment les différentes écueils qu'ils avaient pu avoir aux États-Unis, ça leur a permis d'anticiper certaines choses qui se sont passées au Brésil. Donc en l'occurrence, ils exploraient davantage les États-Unis, qui était un marché pas évident à appréhender, et ils étaient présents au Brésil, et ça leur a permis de voir qu'un certain nombre de changements technologiques, ils allaient se passer ailleurs. Donc c'est ces apprentissages entre l'exploration et l'exploitation qui sont importants à faire, et notamment les systèmes de contrôle, selon moi, ils permettent de faire cet apprentissage au sein de l'entreprise. Et enfin, un système de croyance qui est de dire voilà, que c'est important d'avoir à la fois de l'exploration et de l'exploitation. Donc peut-être pour conclure de manière un peu plus sur mon travail, à quoi il est censé conduire en termes de recherche. Donc, les faiblesses, qui est que voilà, c'est un échantillon qui est formé à partir d'une offre de prospection qui m'a permis d'avoir un large échantillon, mais qui finalement il a un certain biais.
donc ce serait de l'élargir. Il y a une approche assez centrée sur le dirigeant, qui finalement, c'était mon but, c'était de comprendre ce que le dirigeant faisait, quels étaient les outils qu'il employait, mais j'ai pas cherché à voir comment les collaborateurs y percevaient ça. Peut-être qu'ils me diraient qu'ils ne sont pas forcément d'accord. Donc ça, c'est un écueil et qu'il faudra combler dans le futur. Et le fait que j'ai pas pu, dans mon travail de thèse qui a duré 4 ans, je ne pouvais pas avoir vraiment quelque chose d'avoir un vrai historique, et ce serait intéressant d'avoir quelque chose de plus dans la durée. Et notamment, l'idée, ce serait de voir, voilà, l'ambidextrie, est-ce que les entreprises, parce que c'est ce que me dit les dirigeants, elles font à la fois de l'exploration et de l'exploitation de manière simultanée, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose davantage séquentiel, où elles font de l'exploration à une certaine période, plus de l'exploitation, de voir quelles sont les différences entre le fait de le faire explorer et exploiter en même temps, ou le fait de le faire de manière alternative. Explorer, après c'est plus théorique, mais peut-être explorer d'autres, voir le contrôle différemment, explorer notamment, étudier l'impact sur la performance, parce que ça non plus c'est pas quelque chose que j'ai cherché à faire, voir si certaines entreprises elles étaient plus performantes en termes de ROI, ou on peut imaginer tout un tas d'indicateurs, c'était pas mon but c'était davantage de comprendre les pratiques de contrôle, et puis voir dans d'autres contextes. Voilà, et donc peut-être ce qui nous intéressera plus pour la suite des débats, ce que comment je positionne, ce que j'ai essayé comment je positionne les différentes propositions vis-à-vis des managers, des réflexions qu'ils peuvent avoir. Donc déjà, c'était de montrer l'importance du mix de contrôle, de dire que avoir des contrôles, c'est pas forcément, à mon sens, il n'est pas important d'avoir des contrôles formels ou des contrôles informels, c'est d'avoir un mix de contrôles cohérent, avoir des outils différents. C'est le fait que les entreprises, elles n'ont pas, et ça, c'est un début de réflexion, mais de dire que les entreprises, elles ont plusieurs vitesses d'internationalisation au sein de la même entreprise. C'est-à-dire que les chercheurs nous disent du moins il y a une réflexion depuis les années 2000 entre les banques globales et les entreprises qui s'internationalisent plus lentement. Moi, je pense, après avoir interrogé ces entreprises, que les entreprises, à la fois, elles vont essayer d'avoir des mouvements très rapides d'exploration, c'est-à-dire elles vont mettre des budgets sur des marchés, on a l'impression, c'est des stratégies assez entrepreneuriales, et parallèlement, elles vont avoir des stratégies beaucoup plus progressives, une fois qu'elles ont pénétré le marché, qu'elles comprennent globalement comment ça se passe, d'avoir quelque chose de beaucoup plus progressif au sens de l'exploitation. Donc de dire qu'il n'y a pas forcément des entreprises qui progressent lentement et d'autres rapidement, mais de dire que finalement une entreprise est capable de faire les deux. Et donc, finalement, partant de ces réflexions-là, d'aider les dirigeants à partir donc de ces outils-là pour essayer d'avoir une approche davantage sur la durée et davantage explorer un marché, faire des coûts à l'internationalisation. Ça peut être payant si on est capable notamment d'analyser, d'utiliser ces expériences-là pour le développement d'ensemble, mais qu'il faut prévoir a priori comment on va exploiter ces différents coûts à l'internationalisation, comme j'avais pu le... Voilà, donc j'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, je vous remercie pour votre attention.